Et bonsoir Gilles, ravi de t'accueillir ce soir pour cet entretien à temps rompu sur, sur la vie du moment. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu voudrais bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, indiquer ton parcours, ce qui t'a mené à être ce que tu es aujourd'hui, ici, maintenant. Ouais, bonsoir Ajnaël, merci de ton invitation. Bonsoir à tous, très heureux d'être là avec vous. Je vais faire de manière très prosaïque, hein. Je m'appelle Gilles Delieuse pour l'identité incarnée. J'ai 41 ans. Euh, Comment j'en suis arrivé là? Il nous faudrait des heures et des heures pour le raconter. Je vais essayer d'être synthétique. Ce n'est pas la première de mes qualités d'être synthétique, mais on va essayer. Euh, j'ai toujours, disons que je crois qu'avec le recul, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des voiles que j'ai pas mis et que du coup, j'ai eu une connexion évidente qui ne s'est pas tarie, une connexion que je crois qu'on a tous quand on arrive et qui ne s'est pas ternie, qui ne s'est pas voilée. Et donc, du coup, je suis resté complètement captivé par les secrets de l'univers et à la fois par les perceptions et les manifestations que je pouvais avoir et qui se sont imposées à moi de manière suffisamment forte pour que je n'arrive pas à les oublier. Et donc, du coup, j'ai cheminé avec comme un leitmotiv, comme une passion aussi, tout en me construisant dans ma vie d'homme et dans la matière, en empruntant des chemins totalement différents, en tout cas en apparence, en, en suivant un cursus universitaire en droit, en entamant une carrière dans le social, et puis en parallèle, en donnant déjà des soins, en commençant des enseignements, et en vivant intensément une vie intérieure riche et pleine de connexions, de rencontres et de compréhension progressive sur les énergies, le fonctionnement humain, les dimensions, etc. Et puis un jour, l'appel s'est présenté à moi et j'ai tout quitté, alors que ce n'était pas du tout dans mes projets. J'ai tout quitté pour me consacrer à temps plein à ça. Et, euh, et ensuite, l'énergie des dauphins est venue me cueillir. J'ai beaucoup été entendu et connu, entre guillemets, pour ça, pour l'énergie des dauphins, des baleines, parce qu'ils ont révolutionné ma vie et parce que j'ai accepté de porter leur message depuis 2009. Donc, ça fait 11 ans que je chemine avec ces énergies, que j'amène des personnes à leur rencontre dans la matière, mais aussi dans les énergies et dans les dimensions. Et que ces dauphins, bien au-delà de l'animal, mais la fréquence derrière, la conscience, m'a amené à aller à la rencontre de choses que j'avais peut-être refusées aussi dans la vie matérielle, et notamment l'aspect scientifique et l'aspect mathématique, et m'ont fait rentrer dans la physique quantique, dans les neurosciences, dans plein d'aspects, au travers de guidances qui étaient très ludiques, mais qui m'amenaient des réalités scientifiques et me permettre de faire une sorte de pont entre de devenir systémique et pluridisciplinaire et de joindre progressivement la spiritualité, l'art, la science, et de pouvoir non pas tout mélanger parce que finalement tout est uni au fond, en filigrane, mais finalement dans l'esprit, permettre de rassembler toutes les formes que peuvent prendre cette inspiration, cette canalisation, comme certains la nommeraient, et finalement qui nous permet par bien des aspects beaucoup plus larges que ce qu'on pourrait définir la spiritualité stricto sensu par une pratique, ce qui peut nous amener à être soi. Et moi, c'est ce qui me passionne finalement, et c'est au cœur de ça que j'accompagne dans des séminaires, dans des voyages, dans des séances euh, transparence, comme dans les nouvelles séances que j'ai créées avec de la réalité virtuelle, avec plein d'outils assez novateurs et assez inédits. C'est autour de ça que j'accompagne. C'est pas dicter une vérité quelle qu'elle soit, mais c'est plutôt accompagner la personne à être elle dans tous ses états. Voilà, en quelques mots pour circonstancier qui vous avez en face de vous. Et justement, par rapport à ta démarche et par rapport à ta démarche synthétique et d'unification de plein d'outils différents qui permettent à chacun de se retrouver peut-être dans une partie ou dans une autre, ou dans la globalité. Ça fait partie aussi des outils qui permettent aux personnes qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas choisi de naître sans le voile et qui ont encore des difficultés à pouvoir capter les choses. Ça fait partie des outils qui vont leur permettre justement de lever ces voiles pour retrouver l'essence de ce qu'ils sont. Et est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur les outils que
que tu mets à disposition des personnes qui viennent vers toi voilà, pour retrouver cette essence et pour déchirer ces voiles. Alors, oui, bien sûr. Alors, on va le détailler, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je crois que le but n'est pas forcément de leur permettre de percevoir des données, parce que parfois, c'est juste peut-être lâcher prise de ça. Et c'est finalement vivre avec une sorte d'insouciance et d'innocence qui fait que même si je n'ai pas forcément l'impression de percevoir quelque chose, je me laisse traverser pleinement. Et là où il n'y a plus de voile, c'est uniquement dans le fait de ne plus faire entrave à la libre circulation de la vie ou de l'essence de ce que je suis en moi. Mais ce n'est pas forcément euh, percevoir ce qui est ou ce que je pense qui serait, parce que parfois on se leurre, je crois aussi avec ça. Et je crois que parfois aussi, il y a des mécanismes souterrains qui sont là, des programmations qui nous font penser qu'on a évolué parce qu'on a des perceptions, alors qu'en réalité, c'est un besoin de contrôle ou un manque de foi, un besoin de sécurité qui va utiliser la perception extrasensorielle pour rassurer une part. Et donc là, ce qui aurait pu apparaître comme vertueux devient pernicieux. Et donc, justement, le but de ces approches, c'est de débrancher complètement le mental et puis finalement de ne plus être en tête chercheuse de tout ce qui serait, y compris dans le cosmos, y compris dans les sphères stellaires et célestes, même si tu sais combien elles sont chères à mon cœur. Et pour autant, se détacher de ça, parce que finalement, on en revient tellement au fait que c'est nous et que ça fait partie de nous qu'on n'a plus besoin de le rechercher ou de vérifier en permanence que c'est là. On n'a plus besoin de s'en imprégner comme si ça pourrait venir à manquer, comme si ça allait disparaître si on n'y mettait pas le focus dessus. Et c'est revenir finalement à une spontanéité, à une authenticité, à un espace où on n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que c'est moi, est-ce que je me respecte, est-ce que je m'honore, est-ce que je devrais faire un autre choix, mais où tout redevient naturel, évident, comme quand on est enfant. Et pour cela, j'ai mis au point effectivement, j'ai fait une synthèse finalement de tout ce que j'avais engrangé à l'intérieur et en utilisant le processus créatif, en utilisant la réalité virtuelle, l'animation 3D de cinéma, en utilisant le motion design, en utilisant la cohérence cardiaque avec des codes quantiques, en utilisant donc l'art vidéo où je vais utiliser la cinématique pour transcrire toutes les vibrations, non plus en archétype. Je ne vais pas parler de Christ, de Marie, etc. Parce que je me suis dit tout ça finalement, qu'on parle de dauphin, qu'on parle de dragon, qu'on parle de Christ ou qu'on parle de Sananda ou d'un maître ascensionné quel qu'il soit, on va adhérer ou non, ou on va rentrer en résistance avec la forme qu'on y donne. Mais finalement, derrière, universellement, il y a une fréquence. Et cette fréquence, elle se traduit comment? Avant un archétype et avant une théorisation, elle se traduit par une longueur d'onde, une vitesse qui vont donner une couleur et une forme. Donc, je suis revenu uniquement à ça, comme quand tu travaillais les fractales. Et donc, du coup, se dire, dans cette dynamique-là, il n'y a pas une interprétation qui va dire je valide ou je ne valide pas. Il va être beaucoup plus facile pour chacun de se connecter par ce biais-là à la fréquence à laquelle on ne donne pas une notion de morale ou de dogme ou d'archétype particulier, avec lesquels on pourrait donc éventuellement entrer en résistance. Et je vais utiliser ce biais-là, mais dans un mode immersif, parce que les gens vont avoir parfois des vidéos à 360 degrés, au-dessus d'eux, en dessous d'eux, ils sont complètement immergés. Ils ne sont plus forcément en train de regarder des formes géométriques sacrées, mais les formes géométriques rentrent en eux. Et puis, on va utiliser, surtout que certaines personnes ont parfois de la difficulté à visualiser, où ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur canal de prédilection pour ressentir. D'autres sont plus kinesthésiques, etc. Et c'est tout aussi bien. Et donc là, on va soumettre la vision et l'émotion va venir. On sait que le chaînon manquant entre la création et la pensée, c'est l'émotion. Et donc là, l'émotion va être suscitée. De la même manière, je vais utiliser des sons binauraux et des méditations binaurales avec les fréquences, le 432 notamment, mais pas seulement. Et en même temps aussi avec le fait que je rentre à l'intérieur des personnes avec des écouteurs spécifiques qui vont avoir une action sur les ondes cérébrales et sur les ondes cardiaques du corps, et où souvent dans une méditation, de ce que j'ai remarqué depuis 20 ans de pratique et de service, c'est que souvent on se barre dans la méditation. Et c'est le but, c'est ah ben oui, je retourne sur mon étoile, là où je suis bien, à ma maison originelle. Et puis quand je reviens, je mets du temps à revenir. Je me dis, oh là là, c'était mieux avant, c'était mieux là-bas. Et puis, quelque part, ça peut renforcer le sentiment de déni d'incarnation ou d'étrangeté à cette vie. Et moi, je pense que la spiritualité, elle est là pour être incarnée et pour nous aider à mieux vivre ici. Et donc, du coup, je me suis dit déjà, peut-être qu'il n'est pas question de se barrer, mais de pouvoir être totalement ici et totalement là-bas en même temps. Et donc, c'est ainsi que l'incarnation, après l'intégration de ces données, peut se faire. Et donc, au travers de ce processus, y compris avec le son, la personne est pleinement dans son corps et va ressentir au-delà de l'extrasensoriel qui a le droit d'exister, mais qui n'est pas nourri,
elle va ressentir déjà l'essence premier. Je vais me sentir dans mon corps, je vais être à l'écoute sans le rechercher, sans être dans l'observation. Et puis, sans que le mental comprenne, il y a des voies neuronales qui vont être traitées, il y a l'hypothalamus, les amygdales qui sont mises en action pour traiter tous les traumas, mais sans mettre le focus sur les éventuelles problématiques, mémoire, croyances, on n'en parle même pas. Mais le travail se fait et la personne va ouvrir des potentiels qui étaient là depuis toujours, mais qui étaient en sommeil parce que l'énergie était prise à nourrir une autre vision de son identité. Et parce que dans cette parenthèse, elle n'a aucun repère et qu'elle ne peut pas se poser ou se positionner dans ce qu'elle pensait être ou ne pas être, eh bien, tout d'un coup, les trésors qui dormaient en elle sont libres de jaillir parce qu'elle n'a plus de référentiel et que, qu'est-ce que ça fait? Ça convoque la présence. Elle ne peut plus se payer le luxe de se dire « je suis ceci, je suis cela, je suis capable ou incapable ». Elle est dans cette instantanéité, dans cette fugacité, dans cette intensité-là. Et donc, du coup, c'est là que tous les voiles tombent. Il ne reste plus rien, que les décors sont tombés, les costumes se sont dissous, et il reste elle-même en face d'elle-même, sans enjeu. Elle n'est pas venue pour libérer quoi que ce soit, elle est venue pour vivre un moment de kiff, et finalement, elle se rencontre et elle en tire tous les fruits. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent des changements de vie, qui vivent aussi des guérisons, qui vivent des émergences de dons, mais à la fois parce qu'elles avaient aussi lâché l'enjeu d'une vision de devenir, de bonification ou de choses à y gagner. Et ce qu'on y voit aussi, c'est que ces neurosciences et les nouvelles technologies apportent en même temps un aspect ludique et une accélération du traitement à l'intérieur qui est, à mon sens, majeur et qui permet une forme de synthèse entre l'ancestral, qu'on respecte toujours dans l'esprit, mais où on arrête de suivre la lettre de certains cérémoniels pour en garder l'esprit, parce que je dis toujours, les Mayas, s'ils étaient là aujourd'hui, ils ne fonctionneraient pas de la même manière. Bach, s'il était vivant, il ne ferait plus ses élixirs de la même manière. Ou Omran Mikhail Ivanov, s'il était là aujourd'hui, il n'enseignerait plus de la même manière et il ne dirait plus les mêmes choses. Et donc, c'est comment bouger ça aujourd'hui et dépoussiérer aussi nos concepts et oser se mettre en conformité avec l'énergie du moment et plus avec ce qu'on a appris et derrière lequel on se cache par certitude. Tu vois, je fais le parallèle en t'écoutant avec Langage Galactique qui arrive sous une certaine forme qui est pas compréhensible par le mental, donc qui n'est pas capté par le mental. On ne va pas chercher à traduire quoi que ce soit. On va juste intégrer la forme du son qui arrive, la vibration du son qui va être intégrée. Et je fais aussi le parallèle dans tous les outils que tu proposes et que tu mets à disposition. Et dans cette synthèse de ces outils, ce que je ressens, c'est la complexité apparente de cet ensemble qui amène à la simplicité de l'être et qui arrive au dénuement complet de la… C'est-à-dire, on s'affranchit de la complexité pour aller vers la simplicité. Et c'est là où on retrouve son essence. Je te rejoins complètement. C'est vrai que déjà, c'est effectivement le langage galactique qui m'a mis sur cette voie, effectivement, de pouvoir débrancher la zone de l'analyse, même si pour certaines personnes, dans les cercles transparence, etc., dans les masterclass, on va aussi aller visiter en prenant plutôt le biais de l'analyse et de la compréhension. Mais le langage galactique m'a permis de contacter combien on n'a pas besoin de comprendre avec notre tête pour que ça s'intègre et que ça fasse œuvre et que l'alchimie se vive en nous. Et effectivement, c'est pouvoir redevenir artiste de la vie. Moi, je crois beaucoup à l'art. Je crois que le sacré et le plus grand des sacrés se trouve dans l'art. Et je crois que l'alchimie se vivait aussi et la transmission de toutes les traditions spirituelles se faisait par l'art dans toutes les civilisations, beaucoup plus qu'au travers d'initiation. L'initiation était l'art en lui-même. Et donc, du coup, quand on sublime la technique, arrive cet espace où effectivement la simplicité est là, où on peut être dans tous nos états avec évidence, avec simplicité, comme tu le soulignais, et où il ne faut pas avoir peur de tout un attirail d'outils qui peuvent paraître lourds, mais qui finalement favorisent, facilitent et permettent, non seulement pour ce qu'ils sont, mais aussi parce qu'ils nous poussent à trouver une forme de maîtrise et d'orchestration de cela. Et dans cette orchestration, avec abandon, la magie peut advenir. Et c'est ça qui est magique. Et quand tu parles de l'art, et tu parlais des Mayas également, ça me rappelle à ce que disait José Argüelles, le temps c'est de l'art. Et donc voilà, on ramène tout à ça. Et c'est-à-dire on sort de cette dimension linéaire du temps qui nous amène à
à penser que voilà, on va du passé vers le futur en passant par le présent, et on est présent au temps présent, et ça c'est de l'art pour moi. C'est être dans l'instant présent, ce que les Japonais appellent le nakaima, puisque de ma formation martiale, je reviens toujours à ça. Le nakaima, c'est le ici et maintenant. Dans le ici et maintenant, on matérialise cet art. Et c'est complètement ça. Et dans ce ici et maintenant, il n'y a plus aucune mémoire, croyance, voile, blessure qui n'aurait un impact sur nous. Et il n'y a plus la moindre idée de qui on pourrait être, qui a un impact sur nous dans ce présent qui devient éternel parce qu'il s'étire. Et à la lumière du temps radial, il harmonise tous les passés et tous les futurs. Dans ce présent, on est, et puis c'est tout, et on est sans définition, on n'est pas ceci ou cela, on est et on se sent être, et on se renouvelle et on se réinvente. Et tout se réécrit, il n'y a plus rien qui se guérit, en réalité, tout se réécrit. Le passé qui était vrai l'instant d'avant, la seconde d'avant, et qui était vrai depuis des millénaires, et que je me traînais comme un boulet à nettoyer, n'existe déjà plus et n'a plus jamais existé. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que vraiment, quand on touche à cette présence, il n'y a plus besoin d'actionner aucun levier pour déprogrammer, pour guérir quoi que ce soit. Cela se vit de soi-même, du simple fait d'être présent, sans étiquette, sans boîte, sans idée. Juste se vivre comme la conscience qui pulse, qui irradie, mais qui ne se regarde pas et qui n'a pas une idée d'elle-même. Elle se contente de pulser. Et c'est cet état, effectivement, à retrouver. Et tout à la fois en engageant une forme de responsabilité et d'action, c'est-à-dire d'être partie prenante dedans. Moi, j'estime que, en tout cas, c'est le rôle que je me donne, mais je me donne ce rôle de dépoussiérer et de taper dans le tas et d'être un peu iconoclaste aussi, parce que je crois qu'on en a besoin, que la spiritualité est un peu consensuelle et que finalement, on ne fait pas bouger le schmilblick et qu'on a critiqué les religions, mais qu'on finit par faire pareil et qu'on reste dans des bons rituels, dans un bon jargon, dans lequel on s'auto-gargarise les uns les autres en se disant oui, on a casé karma, égrégore et bénédiction dans une phrase et on est content. On dira qu'on a envoyé de l'amour et de la paix et on est content, sans vraiment regarder s'il s'agissait vraiment de paix et d'amour, et en fustigeant les gens non spirituels qui ne seraient pas conscients et en refusant de voir tout ce qu'on porte encore en nous et tous les paradoxes qu'on n'a pas soldés. Et donc, du coup, forcément, je suis toujours en recherche de nouvelles voies pour cela, mais en même temps, mon engagement, c'est celui aussi, avec douceur, avec bienveillance, mais aussi avec une certaine forme de fermeté, de permettre aux personnes de ne pas se contourner et d'arrêter de se leurrer, y compris sur la notion de leur propre avancement. Parce que derrière toutes ces données, il y a souvent de l'ego spirituel qui se cache. Et là où on pense parfois soutenir la lumière, soutenir notre ascension, soutenir le nouveau monde, en réalité, nous sommes les premiers à nourrir la persistance du monde présent, là où certains qui en apparence ne seraient pas spirituels, eh bien, sont déjà dans le nouveau monde parce qu'ils ne se sont peut-être pas posé toutes ces questions, ils ne se réclament de rien et pour autant, ils sont beaucoup plus en accord avec la vie et avec eux-mêmes parce qu'ils ne se censurent pas, parce qu'ils ne se jugent pas et peut-être parce qu'ils ont accepté toutes les parts d'eux qui sont libres de se vivre. Et donc, c'est revenir aussi à ça, à une spiritualité qui est peut-être parfois moins, qui fait moins rêver parce qu'on ne va pas parler d'un elfe ou de la fée Morgane ou je ne sais pas quoi. Et il n'est pas question de dire que ça n'existe pas, il est simplement question de se dire pourquoi j'ai autant besoin de rêver autour de ça et pourquoi je ne peux pas le réintégrer à un point tel que finalement, aussi extraordinaire que ce soit, ça redevient normal et au même titre que tout le reste et que je n'ai plus besoin de prendre ça comme refuge. Et finalement, quand je reviens à ce monde, tout est magique, sans que j'ai besoin de privilégier aucune voie pour avoir accès à cette magie. Et c'est ça qui, je crois, en ce moment est particulièrement important, c'est cette forme de discernement qui nous permet de voir qu'on s'est beaucoup fui, on a beaucoup fui cette terre, on a beaucoup fui cette incarnation, on a beaucoup fui ce monde, on a beaucoup fui cette humanité, et que si on veut ensemble trouver une issue, c'est prendre notre part, c'est vraiment accepter d'y être, et c'est ici qu'il faut se déployer, pas dans l'espérance d'un ailleurs, mais parce que l'ascension, je dis souvent, c'est une redescente, c'est tout d'un coup, c'est cette donnée qui descend et qui se vit ici, et pas nous qui aspirons à aller ailleurs et qui franchissons des caps pour nous barrer. Parce que ça, c'est encore une vision erronée ou en tout cas incomplète qui nous poussera
à continuer un cycle d'incarnation. Finalement, on ne revient plus le jour où on est hyper en paix avec le fait d'être là et qu'on se dit waouh, ça pourrait encore durer des décennies, des centaines d'années, ça me va, je m'éclate trop ici. Ben, ça s'arrête. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est tout le paradoxe et à la fois toute la poésie de la vie et de ce monde et de ce qu'on se donne à vivre et de ce qu'on crée. Mais le plus important, à mon sens, y compris quand il y a encore une distance entre euh, la manière dont on pourrait se vivre et la manière dont on se vit, le plus important, c'est d'arrêter de se leurrer, de se mentir et d'oser au moins regarder les choses en face. Et en soi, le regard fait déjà toute la différence, nous ramène à une forme de présence et désactive ces sortilèges que nous nous lançons à nous-mêmes. Alors, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, un certain nombre de personnes, quand même, enfin, il y a plusieurs sortes de personnes sur Terre qui ont des degrés de perception différents de ce qui se passe actuellement. Et certains sont je vais dire, euh, dans l'obéissance à ce qui se passe, c'est-à-dire, voilà, on me dit qu'il faut porter un masque, je porte un masque, on me dit qu'il faut faire ci, je fais ça, on me dit qu'il faut faire ça. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui commencent à s'éveiller à autre chose et je dirais qui rentrent dans la rébellion au système, dans la rébellion à ce qui nous est imposé, qui refusent ce qui nous est imposé. Et puis, tu as une autre catégorie de personnes qui acceptent ce qui se passe, là, qui acceptent parce que ça fait partie de l'intégration et ça fait partie de ce qu'il y a à vivre actuellement et ça fait partie des projections aussi de ce que nous sommes. Ce que nous vivons, c'est ce que nous projetons. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oui, moi, ça me fait beaucoup rire. En fait, j'observe beaucoup avec un œil intéressé ce qui se vit. Et effectivement, je vois ceux qui ont besoin de prendre un rôle et de prendre une place ou d'avoir le sentiment d'être sauveur pour contrer leur sentiment d'impuissance ou le peu de valeur ou d'amour qu'ils se donnent en devenant des envoyeurs de lumière et d'amour. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Je vois les gens qui se rebellent effectivement et qui se réclament super conscients et qui vont faire des théories du complot en disant mais oui, c'est une machination de Big Pharma ou de Bill Gates ou de Macron ou de la Russie ou de la Chine. Et je me dis tiens, c'est intéressant et de sentir que cette personne ne sent pas à l'intérieur d'elle parce qu'elle est prise par, je pense à une personne en particulier qui est extrêmement suivie et qui, du coup, est quand même dans une forme d'extrémisme et de fanatisme où elle amène des milliers de personnes avec elle dans son délire, uniquement parce que là où elle dit c'est les autres qui sont dans la peur avec le masque, elle ne voit pas que c'est elle qui est dans la peur et qui a autant besoin d'être dans cette réaction. Et ce n'est pas bien ou pas bien, je ne suis pas en train de condamner cette personne, mais ce que j'observe, c'est que dans un camp comme dans un autre, dans une vérité ou une autre, qui pourrait paraître sensiblement différente, voire même opposée, en réalité, il y a toujours les mêmes mécanismes et il y a toujours une stratégie inconsciente de fuir ou d'échapper à notre sentiment d'impuissance, à nos angoisses inconscientes de mort, à nos besoins de sécurité, etc. Et donc, du coup, tant qu'on se laisse encore récupérer par ça sans le voir, alors ça peut encore durer longtemps et on se fera vivre encore plein d'étapes pour nous offrir l'opportunité de sortir de ce conditionnement et de pouvoir toujours avoir cette tension intérieure, mais de l'avoir et de pouvoir faire un choix différent comme un parent qui va pouvoir apaiser son enfant et lui permettre de dépasser son angoisse sans forcément répondre explicitement à ce qu'il pensait être son besoin, mais l'aider à s'en libérer. Et je crois que c'est ça qui est intéressant et c'est ce que nous apporte cette période. Et effectivement, il y a des personnes qui accueille ça et finalement contacte qu'au-delà de l'illusion d'une liberté restreinte à l'extérieur, finalement, nous gagnons notre liberté de pouvoir être nous dans tous nos états, qu'on nous empêche de sortir ou pas, finalement, ce qu'on ne peut pas nous enlever et certainement ce que nous invite à contacter ces moments et ces circonstances, c'est qu'on peut être et qu'il est important d'être maintenant. Aussi avec on parle, oui, mais on fait régner la peur, etc. Je trouve ça assez intéressant qu'on fasse régner la peur. Quand on va dans des pays, quand on a un peu voyagé, qu'on est allé dans des pays où il y a de la famine, où il y a des pandémies, où il y a la guerre, où il y a du terrorisme, on voit combien les gens sont heureux et ils sont présents. Et il y a plein de questions qui ne se posent pas. Nous, on a des problèmes de riches. Même quand on est pauvre en France, on a des problèmes de riches. Se poser la question du bien-être, déjà, c'est qu'on a un certain degré de socle pour pouvoir se poser la question du bien-être.
Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que déjà, il faut relativiser, il faut ouvrir le champ. Et ensuite, quand on va dans ces pays, on voit que ces personnes, elles peuvent être dans le bonheur et dans la joie, du seul fait déjà de pouvoir être en vie encore un matin et qu'elles cultivent la gratitude, là où nous, on est plein d'insatisfaction ou d'espérance d'un futur qui serait mieux que maintenant et qui cultive notre intolérance. Et donc, du coup, le prisme de la peur et de ce corona qui aurait pu tuer des millions de personnes, ben peut-être qu'il permet à beaucoup de personnes de sortir de la quête et d'arrêter de penser que peut-être demain, ils seront parce qu'ils auront passé un saut quantique ou que sais-je encore, et que si on ne se paie plus le luxe de devoir attendre cela, alors ça jaillit maintenant. Et donc, du coup, ce qu'on voyait comme un danger ou comme quelque chose de négatif est en réalité ce qui remet tout le monde en action et qui leur fait mobiliser les ressources qu'ils pensaient manquantes. Donc, je crois que derrière les voiles et derrière ce qui pourrait apparaître négatif, il y a toujours quelque chose de très lumineux qui peut s'y cacher, parce que déjà, c'est l'ombre qui absorbe le plus la lumière et qui en contient le plus que ce qui apparaîtrait clinquant et lumineux de prime abord. Et donc, du coup, l'idée n'est pas forcément d'être un Bouddha et de dire rien ne m'affecte et je le vis sereinement. Bien sûr qu'on a le droit tous d'avoir des émotions, d'être traversés par des moments où on le vit bien et des moments où on le vit extrêmement mal, où ça vient nous chercher. Mais l'idée, c'est de sortir de la réaction primaire de « Ah ben je suis pas bien, donc clac, j'essaie de sortir de ça, mais est-ce que je peux rester avec ce qui se vit? Est-ce que je peux rester en présence? Est-ce que je peux observer? Est-ce que je peux accompagner? Est-ce que je peux soutenir ces parts ?» Et plutôt que de suite d'être dans la réaction extérieure ou d'être dans la certitude ou l'idée que j'ai trouvé une nouvelle vérité qui ne serait, encore une fois, comme moyen de plus de m'extraire de ce qui me fait souffrance. Et donc, moi, je trouve cette période non seulement extrêmement intéressante, mais pleine de potentiel. Et tout à la fois, je crois que le champ est pleinement ouvert, mais que collectivement, le choix n'est pas fait. Euh, la bascule collective est même loin d'être faite parce que il y a encore des divisions, il y a encore des gens qui cherchent des clans et des vérités très différentes, sans voir qu'aucune des vérités n'est l'issue. C'est pas en se cachant derrière une vérité que, qu'on sortira de là. C'est en faisant jaillir notre lumière et quelle que soit, la couleur que prendrait notre lumière, c'est pas ça qui est important. Et donc du coup, tant qu'on est encore dans la théorie, tant qu'on est, dans les guerres de clochers ou tant qu'on est dans ces mécanismes inconscients qu'on n'a pas accepté de prendre en charge, et qu'on se cache encore derrière cet ego spirituel et derrière cette idée de la spiritualité ou de la pratique spirituelle sans contacter que nous sommes spirituels et que qu'on médite ou qu'on ne médite pas, qu'on mange des graines germées ou qu'on n'en mange pas, qu'on ait contacté notre double quantique en conscience ou pas, nous sommes spirituels et que nous devons faire œuvre de cette spiritualité et y redonner nos lettres de noblesse en cessant de fractionner, de maintenir à distance, de condamner, de juger et, euh, et en faisant preuve aussi, en acceptant ce monde, cette incarnation et cette expérience que nous avons choisie, en faisant preuve de bonté, d'humanisme et d'humanité. Et donc, du coup, en revenant, on parle souvent d'amour, on parle d'ouvrir le cœur, on parle de Sacré-Cœur, de Saint-Esprit, de revenir à ça, de revenir à l'évidence dans les actes et de se mettre en conformité, d'être intègre. Concrètement, toutes les fois où on parle d'amour et où en réalité ça n'a rien à voir avec l'amour, et toutes les fois où on se refuse à l'amour. Et pas uniquement l'amour relationnel, mais toutes les fois où à un moment donné, on se serre, où on met un mur, où on ne regarde pas, où ça nous dérange, où on fractionne à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Toutes les fois où on condamne des politiques, où on condamne des financiers, où on condamne des gens qui n'ont pas la même vision que nous. Et tous ces espaces qui nous disent que nous sommes loin de cet amour inconditionnel dont nous nous réclamons, parce que si nous n'aimons que parce que les autres sont nos semblables ou qu'ils pensent pareil que nous, alors ça n'est absolument pas de l'amour. Et donc, parce qu'on regarde ça avec une forme d'humilité aussi, de dire je pensais peut-être avoir transcendé ça, et puis parfois je me rends compte que ce n'est pas le cas. Alors je vis toute ma spiritualité, et là le champ peut se réouvrir, la bascule peut se faire parce que ce n'est pas moi mieux que les autres, c'est moi toujours avec les autres et encore et toujours plus avec les autres, avec nos différences, mais qui se complètent et qui forment une unité. Mais ça nous demande, encore une fois, je crois vraiment, dans ces 28 derniers jours, là, 27 même, avant 2021, de faire un sacré examen de conscience et de se botter le cul, vraiment, et de cesser d'être dans voilà, la forme angélique et doucereuse de la spiritualité qui serait là
nous faire passer un bon moment, comme on lirait l'horoscope aux chiottes, hein, excusez-moi, mais en se disant, tiens, j'espère qu'on va m'annoncer une bonne nouvelle, mais vraiment de s'en saisir. Et qu'est-ce que je décide d'en faire? Et est-ce que je ne ferai pas l'économie de voir aussi le pire en moi pour pouvoir voir le meilleur? Oui, j'entends ce que tu dis et voilà, pour moi, c'est quelque part sorti de ce monde de bisounours, voilà, que certains aspirent à dire, voilà, si ceci, ça serait mieux, si ça serait mieux, mais c'est continuer à alimenter la dualité. Et voilà, à partir du moment où on rentre en lutte contre quelque chose ou qu'on cherche quelque chose d'autre, ça n'a pas été tous ces partis-là et qu'on est loin de l'unité, on continue à alimenter cette dualité, on continue à l'alimenter autant dans le positif que dans le négatif, donc on continue à l'alimenter quotidiennement. Et j'aime par vocation dire vive la 5G. Tu vois, tout le monde attaque la 5G et j'ai dit, et si la 5G, si peut permettre de lever nos vibrations, comment on le connaît? Voilà, c'est prendre tout ce qui se présente à nous comme quelque chose euh, qu'on a la nécessité d'intégrer parce que ça fait partie de nous et c'est une projection de ce que nous sommes. Donc à partir du moment où on le rejette, c'est qu'on rejette une partie de nous-mêmes. Donc on ne peut pas rejeter une partie de nous-mêmes si on veut chercher l'unité. Sinon, on éloigne le possible. Je suis complètement raccord avec toi, hein, et c'est vrai que ces derniers temps, on m'a beaucoup posé de questions sur la 5G, sur les vaccins, etc. Et pour moi, c'est un non-problème, quoi. C'est un non-problème. C'est-à-dire que après, chacun peut faire son choix et chacun peut avoir une préférence en tout cas. Mais en tout cas, on peut se dire, ben, si j'ai pas envie de me faire vacciner, je me fais pas vacciner. Si je préfère pas prendre la 5G, je prends pas la 5G. Mais moi, ce qui m'apparaît important quand on est ici, c'est effectivement, comme tu le disais, de pouvoir tout intégrer, donc de pouvoir être bien avec tout. Si je me rends intolérant à tout, parce qu'en plus, il y a eu la mode de je suis hypersensible et je supporte pas les ondes, etc. Mais moi, j'ai fait switcher des personnes qui étaient intolérants au Wi-Fi, machin, qui s'en rendaient malades, qui avaient des cages et tout, là. Et finalement, qui maintenant peuvent vivre sans aucun souci, mais parce que à un moment donné, c'était un truc qui n'était pas intégré et on a vocation justement à pouvoir onduler en harmonie avec tout. Mais ça dépend comment je le contacte. Alors après, on peut faire par exemple le choix de manger bio et de bien manger, mais ça me paraît important, au-delà du choix que je fais de bien me nourrir, de pouvoir bouffer aussi de la merde sans qu'elle m'impacte. Parce que tout d'un coup, ce que je voyais comme de la merde n'en est plus. Tout est issu de la source, effectivement, et tout est une projection de nous. Donc, en fait, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Et quand je vais le contacter vibratoirement à une notion basse, si je prends une échelle de Bovis, etc., c'est uniquement parce que c'est mon regard qui a ciblé la part profane, et je ne teste que la part profane, mais cette part, elle vibre aussi en multidimension. Donc, j'aurais pu la trouver à la vibration d'un lieu sacré activé. Et la 5G, c'est la même chose. C'est comment je la regarde et comment j'entre en interaction avec. On sait qu'on peut manger des excellentes tomates qui vibreraient très haut et qui ont été cultivées par un gars au grand cœur. Si je ne les digère pas parce que effectivement, il y a quelque chose avec lequel j'entre pas en intégration avec la tomate, eh ben, elle a beau avoir tous les nutriments, eh ben, j'en profiterai pas. Comme tout le magnésium marin que je peux ingurgiter, si à un moment donné je ne fixe pas les magnésiums, eh ben, ça ne sert à rien que je m'en prenne des cures et des cures. Donc à un moment donné, c'est d'abord comment je fais le travail intérieur de rentrer en communion avec cette forme de vie. Et donc, parce que je suis en communion avec, au-delà de sa propre structure énergétique, ça ne peut que m'apporter du positif, mais parce que c'est ni ma teneur ni sa teneur, c'est comment on se rencontre comme avec n'importe quelle personne dans le monde. Je peux, parce que je suis énervé, rencontrer une personne et me dire qu'un con parce que j'étais tendu, je n'étais pas disponible. Et puis, on se rencontre dans un autre cadre et on tombe en amour parce que on se rend compte qu'on a des points communs, mais tout simplement parce qu'on était ouvert à se partager et à la rencontre. Et avec tout élément, c'est la même chose. Et avec la 5G, avec un vaccin, avec n'importe quel produit qu'on va ingérer, qu'on va mettre en rapport avec nos énergies, c'est la même chose. Mais c'est oublier aussi que sur le plan vibratoire, de toute façon, l'intrication quantique, elle est déjà faite. Donc, ça aussi, c'est un leurre supplémentaire. Alors, encore une fois, on a le droit d'avoir une préférence et de dire, bah, tant que c'est possible, si on me laisse le choix, je décide de ne pas le faire. Mais si tout d'un coup, on m'y oblige, ce n'est pas un problème non plus, parce que ma liberté, elle réside dans le fait de pouvoir onduler harmoniquement avec et pas de prendre ou de ne pas prendre. Ça, c'est une fausse liberté extérieure. La vraie liberté, c'est un peu l'école des mystères. Tu peux m'ingérer un poison, ben, je transcende, quoi. Ce n'est pas un souci parce que le poison n'est plus vu comme tel. J'aime bien ce que tu dis.
que tu répètes, hein, me semble-t-il, que tout est déjà accompli. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à accomplir quelque chose. Tout est déjà accompli et on a déjà cette connexion à cette complétude qui est ce que nous sommes en réalité. Donc, on cherche souvent, on cherche sur le plan horizontal à partir à droite, à gauche, à aller dans une direction, à aller dans une autre, à accumuler des expériences, à accumuler des choses, alors que on complexifie la simplification, on amène de la complexité dans quelque chose qui est très simple. Et c'est tellement simple que les gens se disent, la plupart des gens qui je dis que c'est simple, se disent c'est pas possible que ce soit aussi simple. Et parce qu'on a toujours tendance à vouloir que ce soit compliqué, que ce soit dur, que ce soit difficile, qu'il faille un chemin, qu'il faille faire certaines pratiques, certaines choses pour arriver à que quand on prend conscience de la simplicité de la chose et de l'intégration de cette simplicité qui n'a pas à se chercher puisqu'elle est là. C'est vraiment trop simple pour être vrai, quoi. Oui, et puis il y a des leviers derrière, c'est-à-dire que à la fois, comme tu le disais, on a besoin que ce soit difficile et qu'il y ait un chemin parce qu'on a besoin de donner de la valeur comme si on l'avait eu à la sueur de notre front et que parce que c'était méritoire et que finalement, c'était pas accessible à tous, alors ça avait plus de valeur et de préciosité parce que voilà, c'est plus universel et commun à tous. J'en ai chié, mais j'y suis arrivé et ça me donne quelque part un rang différent. Et si on se regarde vraiment avec authenticité, on a tous à un moment donné expérimenté cela. Et donc, c'est aussi décloisonner cette donnée, la déconstruire. Et puis, à l'inverse, c'est même si j'y aspire et que je mets plein de choses en place, je parle souvent du syndrome de Pénélope qui tricote le jour et qui détricote la nuit pour attendre son Ulysse et pour lui laisser le temps éventuellement de revenir. Mais avec l'éveil ou avec le fait de vivre son essence, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de choses en place, on part dans plein de directions, on est dans la quête, on fait plein de stages, on lit plein de livres, on a plein de pratiques. Mais en réalité, la nuit, on détricote parce que ce qu'on n'a pas pris en charge, c'est notre peur, c'est notre angoisse inconsciente de mort. Et derrière, c'est eh ben, si je suis arrivé, comme j'ai toujours conçu ma vie dans le je fais donc je suis, et donc c'est parce que je cherche à me réaliser que ma vie a un sens. Si je suis réalisé, est-ce que la vie continue? Et donc là, il y a une angoisse qui est là. Si je suis arrivé, est-ce que je vais continuer à pouvoir baigner dans cet état ou est-ce que tout s'arrête? Et même si je peux me plaindre au demeurant de cette vie ou me faire croire que je ne suis pas bien sur cette terre, ben là, tout d'un coup, il y a un truc qui s'y raccroche. Et donc, je vais être prêt ou prête à me maintenir dans l'incomplétude juste pour pouvoir faire perdurer la vie. Et donc, c'est un cercle pernicieux. Là où je crois que c'est une incapacité et que je dois acquérir une capacité progressive, en réalité, c'est juste que je me maintiens effectivement dans cet entre-deux pour perdurer la vie. Et donc, la clé, elle revient à simplement à voir cette angoisse, la prendre en compte et c'est fini. Ok, merci Gilles. Tu as quelque chose à rajouter ou on passe aux questions? On peut passer aux questions. Ok. C'est pas une question, mais c'est une affirmation de Farah. Si j'ai bien compris, circuler, il n'y a rien à voir. Bof, qu'est-ce que je vais m'ennuyer déjà qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et justement, Faraz, peut-être que c'est le moment de redécouvrir le monde avec un nouveau regard. Et après, bien sûr qu'on peut s'amuser et que on peut jouer avec ce qui est là et qu'on peut avoir des préférences et qu'on peut avoir des débats d'idées. La différence, c'est quand émotionnellement et énergétiquement, ça ne m'affecte plus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être un Bouddha et que rien ne me touche ou que rien ne vient me chercher. Mais ça veut dire que je prends la responsabilité de mon émotion et que même l'émotion n'est plus un problème et que je suis parfois aussi en paix du seul fait d'être en paix avec le fait de ne pas être en paix. Mais ça veut dire derrière que je ne remonte plus le courant et que je ne rentre plus en résistance avec la vie. Circuler, il n'y a rien à voir, oui, certainement, et tout à la fois, rester là de manière urgente parce que tout est à voir. C'est-à-dire tout ce sur quoi vous aviez posé un regard qui était incomplet ou qui était faussé est à regarder comme au premier jour, comme si vous ne l'aviez jamais rencontré, parce qu'en réalité, vous ne l'avez jamais rencontré, et le voir dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, là où vous n'aviez vu peut-être que de la laideur, du profane ou de l'inintéressant. Et justement, tu continues en disant, bof, qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Déjà qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je crois que quand on est, et on le voit dans le regard des enfants, on voit combien ils sont touchés et émerveillés par tout ce qu'ils découvrent.
Et quand on n'a plus d'idées sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes, alors à chaque moment présent, nous redécouvrons les autres, le monde et nous-mêmes avec ce même regard. Et là, on ne peut rentrer que dans des interactions merveilleuses avec le monde. Et là, le nouveau monde, il est là, parce que nous ne l'empêchons plus, au travers de notre regard, d'être présent et d'exister dans notre monde. Parce que le nouveau monde, il ne va pas arriver, il est là, il existe. Mais c'est nous qui ne le vivons pas, avec nos filtres, avec notre état de conscience, avec nos vibrations, parce que justement, on préfère parfois aussi du palpitant. Et je suis comme toi aussi, hein, moi, des fois, j'adore l'émulation que ça peut créer et je peux m'en amuser et je peux y trouver de la saveur. Euh, mais on en trouvera d'autres de saveurs, c'est pas le problème. On pourra toujours rire à la surface du jeu de rôle et de la pièce de théâtre, mais on ne pense plus que la pièce de théâtre, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On ne pense plus que le comédien qui est en train de jouer le mauvais rôle est réellement un méchant. On n'oublie plus qu'il a revêtu un costume et qu'il est en train de jouer un rôle. Et c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup. Ok, merci. Caroline, qu'est-ce que l'amour? Connaître ce qui n'est pas amour permet de voir ce qu'est l'amour. Alors, je dis souvent que l'amour, c'est âme hour, donc nos âmes réunies. Je pense que l'amour, on se trompe beaucoup et c'est aussi ça qui nous maintient en incomplétude. On a tendance à considérer, à avoir un concept de l'amour qui est erroné. Euh, je crois que l'amour, c'est avant tout une énergie et qui n'a rien à voir avec la connotation amoureuse, ni au sens sentimental du terme, ni au sens qu'on aimerait tout le monde. Euh, je crois que c'est vraiment une vibration magnétique, quantique, et qui est le ferment qui rassemble nos atomes et nos cellules, et qui est le propre de ce qu'on est. On est la vie, on est l'amour. Et c'est se reconnaître dedans, mais c'est arrêter de vouloir y donner la forme, projeter, encore une fois, doucereuse et New Age, qu'on a, qui a joué son rôle à un moment donné, mais qui est complètement dépassé. Et je crois que finalement, c'est revenir à un amour aussi qui n'est pas complaisant, un amour qui n'est pas oh là là, oh, comme t'es beau, machin, comme t'es belle, et dans les autres dimensions, t'es un être magnifique, ah ben, ça me fait une belle jambe. L'amour, c'est aussi ce qui pousse à ne pas épargner les gens. C'est aussi ce qui fait que j'arrête de les diminuer dans mon regard, que je crois en eux, que je vois leur lumière, et que donc du coup, je ne les épargne pas. Parce que je pense qu'ils sont capables d'eux et que je n'ai pas peur qu'ils tombent, je n'ai pas peur qu'ils s'égarent. C'est la confiance aussi que je passe en eux, c'est le maître en eux que je vois. Et même lorsque je ne comprends pas où ils vont, même si je peux avoir peur pour eux, je les laisse libres et je n'entrave pas, je ne donne pas le conseil ou je n'entrave pas l'expérience. Je les laisse être au rendez-vous avec eux-mêmes. Et je crois que le plus bel acte d'amour, en tout cas pour moi, c'est celui-là. C'est là où on est tous accompagnants aujourd'hui parce que c'est quand même devenu une grande mode et que il doit y avoir, si on faisait une enquête INSEE, beaucoup plus d'accompagnants que de plombiers ou je ne sais quoi. Et bien finalement, il est absolument utile de s'abstenir et de pouvoir être dans cet espace d'amour qui fait que uniquement dans le regard, dans la perception de la beauté et de la grandeur de l'autre, je le ramène à ça, mais en ne lui donnant plus un conseil, une guidance, une canalisation, un message qui ferait que on entretiendrait cette personne dans le fait d'aller chercher l'info à l'extérieur plutôt que de revenir à sa propre présence et de recontacter le maître qu'il ou qu'elle est. Et donc l'amour, c'est avoir cette hauteur-là aussi qui nous fait sortir de nos propres jeux psychologiques, de nos propres besoins de reconnaissance, d'avoir une place, d'entretenir la dépendance des autres, d'être un vampire, parce que je crois que les accompagnants, et je me mets dedans, hein, sont les plus grands vampires quand ils ne prennent pas en charge cette donnée-là en eux. Et on peut dire qu'il y a des patients qui le sont, mais en réalité, c'est les personnes qui accompagnent qui sont les premières parce que c'est elles qui attisent le fait qu'on vienne les voir et qui ont besoin de personnes qui ont des problèmes et donc qui créent aussi un égrégore autour de ça. Et donc, l'amour, c'est choisir ensemble de se libérer de ses chaînes. Donc, qu'est-ce que l'amour? C'est offrir la liberté, même si, dans un premier temps, ça passe par le fait d'avoir l'impression de faire courir notre propre monde intérieur à notre perte. C'est donc finalement accepter de remettre en cause notre propre boîte parce que nous croyons en la boîte de l'autre ou parce que nous voyons l'autre au-delà de sa boîte, plus exactement. Merci. Caroline a rajouté, le silence permet de rentrer en contact avec l'amour-conscience.
Ouais, mais le silence, il est partout. Des fois, il y a des personnes qui me disent: «Ah, c'est dommage, il n'y a pas eu un temps d'intégration dans le silence». Mais en fait, le silence, il est partout comme le son est partout. Et en fait, il suffit de se recueillir à l'intérieur de soi. Et les mots peuvent être là, ils peuvent, l'activité peut être là, l'émulation peut être là. Et en fait, on peut toujours se déposer dans le silence. Et je crois qu'on est des funambules et qu'on doit arriver à jongler avec tout ça et justement trouver une souplesse et une adaptabilité de se dire, bien sûr, ça peut être dans le retrait, dans le silence, etc. Mais attention à ne pas tomber dans l'ermite qui voudrait garder à distance les stimuli parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de toucher à des états dans cet état-là. Mais finalement, on devient de plus en plus intolérant ensuite à tous les stimuli qui vont venir nous chercher et on va rentrer dans la grotte. C'est comment, avec tous les stimuli de la vie, avec une vie qui va de plus en plus vite, des informations qui arrivent de tous les côtés, comment je peux retrouver encore et toujours plus cette même stabilité, ce même alignement, cette même rectitude à l'intérieur et tout à la fois cette ouverture. Alors, on peut peut-être d'abord effectivement aller la reconnaître dans un espace de sérénité et dans un cocon qui nous va bien, et puis ensuite vraiment revenir dans le monde et la retrouver à chaque instant, et y compris dans ce qui vient, encore une fois, nous bouleverser, nous chambouler, ou nous chercher, nous gratter, nous titiller. Merci. Martine, qui est arrivée pas tout de suite, qui dit: quel débit et quelle culture, quel âge avez-vous? Tu as dit que tu avais 41. Ouais, Voilà. c'est l'antenne. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que je parle vite, mais je suis traversé, alors ça fuse. Catherine, comment se font tes accompagnements en présentiel, en groupe, sur le net? C'est passionnant. Merci infiniment pour ce partage éclairant. Merci beaucoup. Alors ça dépend des formes. Il y a des accompagnements individuels qui se font par téléphone, qui peuvent aussi, pas en ce moment, mais être faits en présentiel. J'organise également des séminaires, des stages vibratoires, notamment avec l'énergie des dauphins, d'initiation aussi au langage galactique. Et puis, il y a des masterclass qui, là, sont sur des thèmes. Alors, il y en a sur Internet en ce moment, et puis ensuite, il y en a en présentiel, euh, où on va aller sur des thèmes comme de l'imposture spirituelle à l'intégrité spirituelle, oser être soi, et où là, ça bastonne, hein, il faut être prêt. C'est-à-dire que quand on vient dans un truc comme ça, on doit être autonome et on doit être prêt à se prendre des baffes parce qu'on va s'en prendre forcément. On ressort de là, on est bien, mais ça veut dire qu'on accepte de remettre en cause tout notre référentiel et d'être paumé. Et les personnes, elles ressortent, elles disent je me sens bien, ou alors je me sens ni bien ni mal, mais en fait, je ne sais plus rien. C'est le vide absolu. Et c'est vrai que ça peut être insécurisant, mais à la fois, c'est salvateur parce que l'idée n'est pas ensuite de le remplacer par autre chose, mais de rester dans ce champ ouvert et en apparence vide, mais qui n'est pas du néant. Et c'est parce que nous réouvrons justement ce champ quantique dont nous parlons tant et que plus rien n'est figé, qu'à nouveau tout est possible. Donc ça, c'est au travers des masterclass. Ensuite, les PK, qui sont ces processus dont j'ai un peu parlé avec la réalité virtuelle, l'hypnose, les sons binauraux, etc. J'en fais quelques-unes en ligne ou à distance également, notamment au travers des abos que j'ai mis en place sur mon site où en ce moment, tous les supports sont là et on peut les faire de chez soi, y compris si on a un casque de réalité virtuelle. Mais sinon, tout est fait pour que vous puissiez le faire à votre rythme et le refaire en plus. Et sinon, je me déplace dans pas mal de villes en France, notamment Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Paris, Montpellier, pour ne citer que quelles. Je vais à Genève, Lausanne, Bruxelles. Et puis, lors des voyages que j'organise, je prends également du matériel en Afrique, en Thaïlande, en mer Rouge, pour pouvoir faire vivre ces expériences aux personnes. Alors, bien sûr, je n'ai pas tout le matériel dans les voyages, mais sinon, voilà, on peut retrouver des informations sur mon site. Pour le moment, c'est un peu plus compliqué, effectivement, de pouvoir se rassembler et d'échanger des casques de réalité virtuelle, etc. Même si j'ai acheté des produits désinfectants, etc. J'en ai fait quelques-unes avant le deuxième confinement. Mais ça va revenir dès le premier trimestre 2021. Et puis après, pardon, beaucoup de live également notamment sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Oui, tu es beaucoup actif sur Instagram. Beaucoup pendant les confinements parce que j'ai senti vraiment à la fois la détresse de certaines personnes et à la fois la disponibilité d'autres à se remettre en cause et à être soutenu dans ce mouvement. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, rends-toi disponible à ce moment. Voilà, tout simplement. Mais j'aspire pas à rester à ce rythme-là tout le temps. Ok, super. Caroline qui te remercie pour la réponse précédente sur l'amour. Maryse
j'ai déjà testé, pardon, plutôt que d'aider un proche via un conseil, via un geste, seulement envoyer de l'amour et ça fait des miracles. Sans les mains, c'est ultra simple. Cependant, avant d'en arriver là, la peur de paraître indifférente. Ouais, c'est super, Maryse. Et à la fois, j'ai envie de venir te chercher quand même. Euh, Ça dépend ce qu'on appelle envoyer de l'amour. Pour moi, l'amour ne s'envoie pas. Euh, Dès qu'on est dans le fait d'envoyer de l'amour, c'est déjà plus de l'amour. L'amour, il est. Et si finalement je ressens l'amour qu'est cette personne, je ressens l'amour que je suis, ou je ressens l'amour entre nous, c'est-à-dire toutes ces particules qui nous unissent, alors je n'ai plus peur pour la personne et je n'ai pas besoin de lui envoyer de l'amour. Je me relie à sa grandeur, je me relie à ma grandeur. Et c'est ainsi que je la soutiens dans son expérience sans avoir besoin de faire un acte d'envoyer de l'énergie. Si j'envoie de l'énergie, qu'on appelle amour ou pas, je l'envoie parce que je pense que la personne pourrait avoir besoin de quelque chose. Ça veut dire que je pars du postulat que cette personne est diminuée ou que sans cette intervention, elle pourrait venir à échouer. Et donc, ça veut dire que, y compris avec ma bonne intention et ma bienveillance, eh bien, je suis en mesure de la plomber. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on doit ensemble complètement repenser notre vision de la spiritualité, parce que là où on pensait que, on dit parfois que l'enfer est pavé de bonnes intentions, là où on pensait aider et avoir une vision plus noble, en réalité, on est peut-être, on est peut-être, oui, on est peut-être limitant. Et donc, du coup, peut-être prenons en charge notre propre peur plutôt que de vouloir envoyer de l'amour à l'autre. Peut-être que l'autre n'avait pas besoin de l'amour sous la forme sur laquelle nous la projetions. Il avait peut-être simplement besoin qu'on le voit dans tout ce qu'il est. Et, euh, et à partir du moment où c'est le cas, on le libère aussi du rôle qu'il jouait dans notre propre vie. Parce que parfois, bien sûr, il y a sa résonance pour la personne en propre, mais il y a aussi le rôle qu'il joue dans notre monde parce qu'on ne lui laisse pas jouer un autre rôle que le rôle de la personne diminuée parce que nous avons besoin d'être le sauveur ou l'aidant ou etc. Et on est tous passés par là. Et moi, le premier, j'ai été un gros sauveur dans ma vie. Et donc, c'est par expérience aussi que j'ai pu voir ça. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre, le jour où on le voit vraiment et où on ne le maintient plus dans notre joug. Ok, super. Faraz qui demande si tu envisages d'aller à la Réunion. Il rajoute de plus, nous ne sommes pas confinés ici. Ben, ça sera volontiers. Je suis déjà venu à La Réunion il y a longtemps faire un petit stage. On m'a proposé plusieurs fois d'y revenir. Après, c'est sûr que ça s'organise, mais j'y suis totalement ouvert. Après, voilà, il faut un nombre suffisamment important de personnes pour que ça puisse amortir les frais, etc. Mais c'est totalement envisageable. Il y avait une personne notamment qui m'avait contacté, qui avait une structure, un bateau aussi pour faire des sorties avec les dauphins et les baleines. Donc, on verra. Ça a été mis en stand-by parce qu'elle m'avait contacté au printemps 2020 et on a eu le premier confinement, etc. Donc, bon, on s'est dit 2020, c'est compliqué. Mais voilà, mais si tu as des tuyaux, n'hésite pas à me contacter, voilà, à m'envoyer un mail. Et bien sûr, j'y suis tout à fait ouvert. Réunion, Polynésie, voilà, c'est. Ok. Sabine qui parle, il me semble avoir vu que c'était déconseillé pour les épileptiques. Peux-tu en dire davantage? Je pense que c'est par rapport à la réalité virtuelle. Alors, c'est vrai que c'est déconseillé effectivement pour les épileptiques. Après, on peut s'adapter à un nombre d'images, c'est-à-dire que je peux prendre en compte, après, ça dépend les degrés d'épilepsie aussi. La mesure de précaution, c'est effectivement d'éviter pour les épileptiques sur la partie de réalité virtuelle. En revanche, les vidéos et tout le travail en amont ne pose pas de problème. Alors, parfois, j'ai des vidéos qui vont très, très vite et auquel cas, si une personne me dit qu'elle a un syndrome épileptique, à ce moment-là, je vais utiliser des vidéos qui ne vont pas faire monter ce degré-là de vitesse, mais qui passeront les mêmes codes et qui conviendront à la personne de manière à ce que ce soit acceptable et que ça ne la mette pas en déséquilibre et que ça ne sature pas justement son système nerveux central, etc. Donc, tout est adaptable, mais c'est vrai que sur la réalité virtuelle, effectivement, c'est déconseillé. Mais c'est déconseillé aussi sur après, je ne prendrai pas forcément le risque, mais c'est déconseillé sur des grandes utilisations. C'est-à-dire que les casques de réalité virtuelle sont souvent utilisés pour le jeu avec des personnes qui vont y jouer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On perd très vite en plus la notion du temps. On est parti dans un autre monde. Et donc, c'est là que ça devient, que ça peut potentialiser une crise.
Si on y passe 5 minutes, je ne pense pas non plus que ce soit violent. Et puis, encore une fois, toujours pareil, ça dépend ce qu'on choisit d'y vivre. Moi, j'ai des personnes qui étaient malentendantes, voire complètement sourdes, qui avaient peur de ne pas entendre et qui se rendent compte qu'elles entendent. D'autres personnes qui ont besoin absolument de leurs lunettes et je n'avais pas pris l'adaptateur du casque pour qu'elles puissent garder leurs lunettes de vue à l'intérieur du casque de réalité virtuelle et qui ont découvert qu'elles y voyaient parfaitement bien dans ce monde virtuel. Donc, c'était marrant. Elles n'arrivaient pas à voir la vraie vie. Elles avaient des culs de bouteille et puis finalement… dans le monde virtuel, alors que pourtant ça fait appel au même nerf optique, etc. Ben là, ils y voyaient parfaitement bien. Donc ça dépend avec quoi je viens, avec quelle énergie et toujours pareil, comment j'entre en interaction avec. Ok. Nadine, pour le voyage en mer Rouge pour rencontrer les dauphins, est-ce que tu as des dates? Alors, il y avait des dates de Calais, mais alors malheureusement, déjà cette année, on a eu 4 voyages annulés. Pour 2021, il y aura peut-être la première semaine de juin 2021, mais c'est encore très difficile parce que même si la situation se réouvre ici, pour le moment, la situation notamment en Égypte, donc vu que là on me pose la question pour la mer Rouge, le problème c'est qu'en Égypte, il y a un quota sur les bateaux et les bateaux ne peuvent être remplis qu'à moitié pour avoir le droit de partir. Et donc du coup, forcément, vous imaginez bien que ça génère des frais par personne qui sont beaucoup plus importants si on est la moitié des personnes que si on était la totalité. Et donc, c'est ce qu'on est en train de regarder. Est-ce que ça va bouger? On est en contact avec les officiels là-bas, les politiques, les administrations pour voir si ça devrait se réouvrir d'ici le printemps ou si on reste sur la même dynamique, auquel cas il sera encore reporté parce que même si c'est génial de le vivre à encore moins de personnes, en se disant que les dauphins seront encore plus disponibles, il me tient à cœur aussi de permettre d'offrir ces voyages dans des tarifs aussi que je trouve accessibles à tout le monde, même si bien sûr ça demande un investissement et que ça a un coût, mais qui restent accessibles et qui me paraissent raisonnables. Donc, pour le moment, c'est encore voilà, c'est encore à l'étude et je ne peux pas dire si se réalisera, mais ça serait pour début juin. De manière, on mettra sous le replay le lien vers ton site, dont les gens pourront te contacter directement pour voir voilà, comment ça évolue. Il y a Monica qui demande, est-ce que tu préconises une discipline spirituelle quotidienne et si oui, sous quelle forme? Alors oui, vivre. Il est urgent de vivre et si il devait y avoir une discipline spirituelle, ça serait celle d'accepter la vie telle qu'elle est. Euh, de boire des coups, de voir du monde, de sortir de nos carcans, euh, de lire, d'aller voir des ballets et des spectacles, de s'arrêter de voir les concerts dans la rue, d'aller à la rencontre des gens, de se laisser surprendre, de se laisser cueillir. C'est notre plus grande discipline spirituelle. C'est d'accepter cette vie et de voir que la vie est non seulement l'enseignement, mais elle est aussi la réponse et la résolution à tout, que tout est là. Et que si on n'essaie pas de s'extraire de la vie pour étudier la spiritualité, mais qu'on l'expérimente, alors c'est dans toutes les rencontres, au coin de la rue, chez la boulangère, à la pharmacie, euh, avec le pochetron du coin que j'avais jamais regardé et finalement qui va me donner une magnifique leçon. Et voilà, avec chaque personne qui est digne de mon regard et sur lequel je pose un regard d'amour. Et toutes les fois où finalement je peux me rendre compte aussi que je ne suis pas disponible à cet amour ou à ce degré-là de moi. Et je peux accueillir ça aussi. Donc, c'est vraiment rentrer dans cette expérimentation profonde de tout ce qui se vit, de tous nos états. Et puis, une pratique qui soit euh, un yoga. Ou je disais en amont à Ajnaël que moi, par exemple, avant, je ne faisais pas du tout de sport. Maintenant, je fais quand même beaucoup de sport. Et je me suis rendu compte même si je ne l'ai pas fait pour ça à la base, que j'ai une connexion à mon corps, mais qui a tellement changé et que la spiritualité stricto sensu ne m'aurait pas apporté. Mais le sport n'est pas moins spirituel. C'est-à-dire, avant, je le vivais en nageant. Ça me mettait dans des ondes cérébrales, voilà, etc. Mais finalement, on veut méditer, mais la méditation, elle est partout. Marche et médite, contemple et médite, que ce soit dans une ville ou à la campagne, en épluchant tes légumes, en mangeant.
et en savourant, en devenant présent à ce qui est et présent aux personnes que tu rencontres, et puis célébrons surtout. Je crois que la spiritualité, c'est aussi ça, c'est la célébration. Et, euh, et donc, célébrons tout. Tout est à célébrer en permanence, chaque seconde, chaque minute. Et célébrons la vie, partout où on arrive à la déceler. Ouais, c'est la pratique que je nous souhaite à tous. Merci. Sur YouTube, il y a Anne qui dit simple et efficace. Sur Zoom, Nadine qui te remercie pour la réponse précédente. Et on va prendre une dernière question, si tu veux bien. On arrive à l'heure et voilà, il va être temps de stopper. Catherine, quel est votre conseil pour quelqu'un qui a du mal à s'incarner, qui préfère se barrer, fuir donc? Commencer par remettre en cause cette croyance, parce que le déni d'incarnation n'existe pas. Je pourrais m'en arrêter là, je peux le développer 2 secondes. Je l'ai développé dans plein de lives, vous pouvez creuser ça, il y a des ateliers où j'en parle, mais le déni d'incarnation est une hérésie en soi. Il ne peut pas exister. Et pourtant, il existe. Mais il existe uniquement parce que nous avons créé cette idée. Et comme nous sommes créateurs, ça a des conséquences réelles, mais c'est basé sur une illusion. Mais à la base, comme l'âme et le corps ne sont pas séparés, la physique quantique nous explique ça, que le corps est la densification de l'âme. Donc nous, on a une vision que les anciens nous ont transmise parce qu'ils ont été bien gentils de nous transmettre qu'on n'était pas qu'un corps et qu'on avait un esprit. Donc ils ont superposé un esprit, une âme et un corps. Et nous, on s'est dit, c'est 2 choses séparées et qui se superposent, mais qui peuvent se... Alors qu'en réalité, non, c'est 2 aspects d'une même énergie. Et donc du coup, si on part de ça, l'un ne peut pas être séparé de l'autre. C'est dans notre construction. Après, en tant qu'identité, parce qu'on se dit, je dois devenir une personne, je suis ceci, je ne suis pas cela, etc. Je me fais croire à cette donnée. Et parce que je m'y fais croire et que j'ai aussi un bénéfice secondaire à rester là-dedans, parce que ça me donne quelque chose et que en sentant mes limites, je me palpe et je sens ma densité, donc je me sens vivant, y compris au travers de quelque chose qui m'entrave, alors je renforce ce processus. Si tout d'un coup, je me détache de ça et que je ne le nourris plus, ça disparaît pour que ce que je suis vraiment, ma nature même, revienne au premier plan, celle qui a toujours été là en dessous. Et c'est celle qui a aussi choisi d'être là et à qui ça ne pose aucun problème. Donc, ce n'est pas essayer d'apporter une réponse en soi-même, euh, comme quand j'entends ancre-toi, travaille tes racines. Pour moi, ça, c'est l'effet palliatif, l'effet pansement. Mais si on ne règle pas le fond de j'ai l'impression que je ne veux pas m'incarner, que je suis étranger à ce monde, à cette humanité ou à cette planète, que je n'ai pas choisi d'être ici, qu'il y a une erreur de casting, que j'avais un jumeau dans le ventre et qu'il ne s'est pas incarné, toutes ces histoires qu'on a pu traiter et retraiter et qui finalement, elles aussi, ne sont, à mon sens, plus d'actualité et tellement dépassées et avec lesquelles il est temps d'en finir. Tu es là parce que tu devais être là. Il ne peut pas en être autrement. Et donc, du coup, c'est parce que tu t'en remets à ça et que ça se dépose en toi, que c'est fini et que ça n'a plus de conséquences. Tu n'as plus besoin de faire un travail d'ancrage. Tu es ancré naturellement parce que tu as accepté que c'était peut-être juste une illusion. Super. Eh bien, merci à toi, Gilles, pour ces partages, pour ces échanges. Tu as des remerciements aussi dans le chat de Faraz, gratitude, et Zot toutes. Sabine, un grand merci. Catherine, un grand merci. Maryse et Sandy, un grand merci. Merci Faraz. Comment il est? Je suis réunionnade aussi. Donc voilà, il y a une réunion des Réunionnaises. Catherine, merci. Et Nadine et Itzao, un grand merci. Eh bien, merci à vous tous. Merci à toi, Gilles, de ta disponibilité et de tes échanges et de ton grand cœur. Merci. Merci infiniment à toi de ton invitation. C'était vraiment très, très chouette. On a abordé des super thèmes et merci à tous les participants d'avoir posé ces questions qui nous ont permis d'aller creuser assez profondément. Voilà, merci. Et puis la semaine prochaine, si vous le voulez bien, on se retrouve, ça sera samedi, puisque c'est à partir de la Thaïlande. Ça sera avec Anaan Ismaël Kumbara qui évoquera quelques sujets nouveaux. Belle soirée à tout le monde et merci encore à toi, Gilles. Ciao, ciao. Bye.